Alors, tout d'abord, je m'associe, à l'ensemble des remerciements, qui ont déjà été faits, à l'égard de la DBF, évidemment, de me permettre, d'intervenir aujourd'hui et comme j'interviens en dernier, je suis probablement la mieux placée pour remercier l'ensemble des intervenants qui nous ont permis d'avoir 2 demi-journées absolument passionnantes, diverses, variées et avec un contenu extrêmement dense. Donc merci à tous. Moi, j'interviens et je conclurai, enfin, j'ai l'honneur de conclure cette seconde demi-journée sur, les perspectives, sur l'utilisation de la blockchain dans le secteur de la santé au sein de l'Union européenne. Alors je vais faire un focus tout particulier sur l'utilisation de la technologie blockchain dans le cadre de la distribution des médicaments, de la chaîne d'approvisionnement des médicaments au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi je fais ce focus-là? C'est parce qu'il s'intègre dans une recherche que j'ai menée dans le cadre d'une recherche collective sur la blockchain, sur l'utilisation de la blockchain dans les différentes branches du droit qu'on a menée avec le centre de recherche dont je suis membre, le CRIDS, qui est rattaché à l'Université de Namur, et en collaboration avec l'Université catholique de Lille, ce qui a donné lieu à un ouvrage. Donc, si le sujet vous intéresse, la blockchain et les différentes branches du droit, cet ouvrage est évidemment disponible. Moi, précisément, donc, comme je vous l'ai dit, je me suis intéressée dans le cadre de cette contribution, et c'est sur cette contribution que je vais me baser aujourd'hui, sur l'utilisation de la technologie blockchain dans le cadre de la distribution des médicaments. Pourquoi? Parce que c'est le sujet de la recherche collective, la blockchain, et ça associe également ma pratique en tant qu'avocate, car j'interviens en tant qu'avocate depuis une dizaine d'années maintenant auprès de pharmaciens, et ce qui m'a permis aussi d'avoir un regard très précis sur la chaîne d'approvisionnement en amont, avant la dispensation finale du médicament. Et la question que je vais me poser, c'est comment l'outil technologique blockchain peut-il permettre de sécuriser encore davantage le circuit de distribution des médicaments au sein de l'Union européenne? Alors, une information importante, c'est que la recherche que j'ai menée est une recherche de type prospectif, dans le sens où je ne me base pas sur un projet de recherche qui est déjà à l'œuvre ou sur des systèmes de blockchain qui seraient déjà mis en place. C'est véritablement des questions que je me pose sur justement une utilisation de blockchain prospective dans le cadre de la chaîne de distribution des médicaments. Donc j'en viens au plan de ma présentation. Je vais d'abord essayer de décrire, autant que faire se peut pour un juriste, ce qu'est la technologie blockchain. Ensuite, j'aurai une slide très rapide sur l'identification de certaines des utilisations existantes, ou en tout cas promises, de la blockchain dans le secteur de la santé. Et enfin, j'en viendrai au cœur de mon intervention, qui est l'utilisation de la technologie blockchain dans le cadre de la distribution des médicaments. Alors, la technologie blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors, je tiens à rappeler modestement que je suis une juriste et non pas une informaticienne. Donc, s'il y a des informaticiens dans l'assistance, n'hésitez pas à m'interrompre si je dis techniquement des bêtises, mais je vais quand même essayer d'aborder les éléments techniques qui vont nous permettre ensuite de comprendre les applications que j'envisage dans le cadre de la chaîne de distribution des médicaments. Donc, la blockchain, elle a une histoire assez récente. Elle est née, ou en tout cas, elle a été divulguée en 2008 dans le cadre d'un article d'un certain Satoshi Nakamoto, qui a présenté une solution technique pour la création d'une monnaie numérique, la crypto-monnaie, une monnaie bien connue aujourd'hui, qui est le Bitcoin. Alors, au départ, essentiellement, la blockchain s'était vue comme un outil technique pour stocker l'information de manière décentralisée et sécurisée. Ce sont des termes, on va voir, très importants, décentralisé et sécurisé. Aujourd'hui, la blockchain va au-delà. Elle est devenue un véritable écosystème applicatif qui rend des applications disponibles aux utilisateurs dans une multitude en fait, de secteurs, que ce soit dans la finance, l'énergie, les professions réglementées, mais également, ce qu'on va voir aujourd'hui, dans le cadre de la santé. Alors, je vais reprendre une définition. La blockchain, c'est une technologie de stockage, de transmission d'informations transparente et fonctionnant sans organe central de contrôle. Alors, il faut sortir de ce terme nébuleux de blockchain, nébuleux pour certains d'entre nous, je pense, et dire en fait finalement que la blockchain, c'est quoi? C'est un système, c'est un registre qui stocke des informations et qui permet un accès à ces informations. Alors, je vais reprendre une définition un peu plus technique qui nous vient de Jean-Noël Collin, qui est professeur ici à l'Université de Namur, qui définit la blockchain comme étant une structure de stockage d'informations sous forme de blocs de données chaînés entre eux, et une structure répliquée par des nœuds organisés en un réseau peer-to-peer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais on a les éléments phares de cette technologie. C'est qu'on a, comme je vous l'ai dit, c'est une structure de stockage. L'idée est de stocker des informations
sous une forme de bloc de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un registre où des données vont venir s'ajouter les unes aux autres et en fait, via le biais de blocs. Alors, il faut imaginer des carrés qui vont s'aligner les uns après les autres et en gros, c'est des informations qui vont être ingérées dans la blockchain les unes après les autres par ordre chronologique. Et pourquoi l'idée du réseau peer-to-peer est importante aussi, c'est parce qu'on est face à une structure informatique qui repose sur l'internet et qui ne repose pas sur une entité centralisée ou une structure informatique centralisée, mais qui est répliquée entre les différents participants de la blockchain. Et donc l'idée, c'est de permettre à chaque participant de ce réseau, de cette blockchain, de pouvoir enregistrer dans le registre des données et de les gérer. Tout participant, on parle de nœud, dispose de sa propre copie de la blockchain. On va voir que c'est important en termes de sécurité. Tout participant peut consulter la blockchain, mais également la modifier, c'est-à-dire ce que j'ai dit à l'instant, ajouter des éléments au registre. Bon, alors c'est technique en résolvant un problème cryptographique, ça c'est pour l'idée du Bitcoin, ou en se conformant au processus de validation décidé pour la blockchain. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'ai dit à l'instant. Je suis un participant, je me connecte à la blockchain, je veux ajouter une information, je me conforme au processus de validation et cette information s'ajoute aux autres blocs d'informations. Comment ça se passe? On a un bloc qui vient s'ajouter à la suite des blocs déjà enregistrés et tout cela se fait par ordre chronologique et chaque bloc est chaîné l'un avec l'autre. Ce qui veut dire, et c'est là où on en vient, c'est que le caractère très important de la blockchain, c'est qu'il est infalsifiable. C'est qu'une fois qu'on a un bloc qui est chaîné à un autre, on ne peut plus revenir dessus. C'est des blocs qui se chaînent les uns avec les autres. Donc, on a une suite de blocs en chaîne, de blockchain, de chaînes de blocs en fait, qui, si on modifie un élément, toute la blockchain est modifiée et toutes les copies dont les participants ont accès vont montrer que l'information a été falsifiée quelque part. C'est en ça que le système blockchain est dit sécurisé, infalsifiable et immuable. Et on va voir que c'est intéressant pour nous dans le cadre de la distribution des médicaments. Donc, on a deux concepts de blockchain, deux possibilités de blockchain différentes. Une blockchain dite publique, où n'importe qui peut devenir un participant à la blockchain, n'importe qui peut ajouter une information à ce registre d'informations. C'est la blockchain très connue, par exemple, du Bitcoin. Et on a des blockchains privées qui vont nous intéresser plus particulièrement, nous, dans le cadre de la distribution des médicaments, qui n'est ouverte qu'à des nœuds des participants à la blockchain, des gens qui peuvent, en tout cas des participants qui peuvent ajouter une information, qui sont autorisés, connus. Et donc, l'idée, ces blockchains privées, on va les trouver notamment dans les secteurs de la distribution, c'est en ça que ça nous intéresse, mais également on va avoir une dizaine de banques qui vont s'associer pour créer un registre d'informations qui vont leur permettre d'optimaliser un certain processus. Cette blockchain ne sera accessible qu'à ces banques-là. Et ça va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de la distribution des médicaments. Donc, pour résumer et rester sur des concepts qui sont beaucoup plus maniables pour le juriste, la fonction essentielle de la blockchain, c'est d'être un registre de stockage d'informations. C'est un registre qui est décentralisé. Ici, la confiance des utilisateurs, des participants à la blockchain est mise dans la technologie et non plus dans un organe central, que serait une banque par exemple, pour effectuer un versement bancaire, ou que serait un intermédiaire de confiance, par exemple un notaire pour authentifier un contrat. Et autre caractère, je l'ai mentionné à l'instant, le caractère infalsifiable des informations stockées dans la blockchain. La blockchain, les informations qui y sont, il y a une garantie d'intégrité et d'immuabilité. Et le système ne reposant pas sur un seul acteur, qui pourrait être faillible, et sur une seule structure informatique, mais étant répliqué sur les épaules de chaque participant, le système est beaucoup plus résilient et robuste en termes de sécurité et de disponibilité de la donnée qui y est intégrée. J'en viens à mon deuxième élément, le deuxième élément de cette intervention. Rapidement, la blockchain, le secteur de la santé, il faut savoir que c'est un des secteurs où on a le plus de promesses d'utilisation de la blockchain. Par exemple,
on envisage d'utiliser la blockchain pour exploiter, partager des données de santé, pour mieux gérer par exemple les dossiers médicaux, permettre un accès plus efficace aux patients, aux différents acteurs, ou recueillir des consentements des patients dans le cadre d'essais cliniques par exemple. Et nous, ce sur quoi on va s'intéresser, vous l'avez compris, c'est la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Alors, j'en viens au cœur de mon intervention. Alors, on l'a vu, hein, dans le cadre de cette matinée, le médicament, je le répète, est une marchandise particulière, je ne reviens pas dessus. Donc, et on le sait, l'un des fléaux particuliers qui concerne le médicament, c'est la circulation de médicaments contrefaits ou falsifiés. On connaît les risques, un risque d'un point de vue collectif en termes de santé publique, des risques aussi pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, la blockchain est souvent présentée comme un outil performant pour combattre la circulation des médicaments contrefaits. Et aujourd'hui, moi, je vais m'intéresser au niveau européen. Alors, on sait qu'au niveau européen, la chaîne de distribution des médicaments est déjà extrêmement encadrée d'un point de vue juridique par le biais du code communautaire relatif aux médicaments, qui a été modifié en 2011 précisément par une directive qui vise à lutter contre la circulation des médicaments falsifiés. Et donc, on a déjà un corpus d'exigences extrêmement strict qui pèse sur les acteurs de la distribution. Et la question que moi, je vais me poser, c'est comment la blockchain pourrait aider à ce que ces acteurs se conforment plus facilement à ces exigences. Alors, le postulat via lequel, qui a été le mien au départ de ma réflexion, au départ de ma recherche, c'est que l'utilisation de la blockchain pourrait donc aider les acteurs de la distribution à répondre aux exigences posées par le code communautaire sur les médicaments. Mais attention, la blockchain, je ne la vois que comme un outil technologique au service des acteurs pour répondre aux exigences de sécurisation du circuit de distribution. L'idée n'est pas de remplacer par un outil technologique des acteurs ou le système juridique mis en place, mais de l'intégrer pour permettre aux acteurs d'optimaliser les contrôles qu'ils doivent effectuer. Il y a deux volets qui m'ont intéressée. Je regarde le temps. Il y a au niveau des exigences auxquelles les acteurs doivent se conformer dans la chaîne de distribution du médicament, il y a des exigences qui ont trait au contrôle des acteurs et des exigences qui ont trait au contrôle du produit, du médicament, contrôle de l'authenticité et de la traçabilité du médicament. Et mon postulat est de dire que la blockchain va aider à ce que les acteurs procèdent à ces contrôles. Alors, au niveau des acteurs, donc je vais revenir rapidement sur les exigences qui pèsent sur les épaules des acteurs. Chaque opérateur, dans le cadre de la chaîne de distribution des médicaments, est un opérateur autorisé. Il ne peut exercer l'activité de fabrication, de distribution en gros ou de dispensation de médicaments, voire de courtage, que s'il a obtenu une autorisation de la part de l'autorité publique compétente de l'État membre sur lequel il est établi. Donc, on est face à des acteurs qui sont autorisés à exercer l'activité qu'ils souhaitent exercer, et cette autorisation est sanctionnée. Et au-delà, en aval, on a des règles, ces acteurs-là doivent respecter des règles de bonne pratique de fabrication ou de distribution ou officinale pour ce qui concerne les pharmaciens. Alors, et j'en viens au cœur de ma réflexion, c'est que dans la chaîne de distribution, il y a une autre obligation qui est logique par rapport à ce que je viens d'annoncer, c'est que chaque acteur, pour contractualiser, pour acheter des médicaments ou fournir des médicaments à d'autres acteurs, doit vérifier la qualité de son co-contractant. Le distributeur doit vérifier que l'opérateur auprès de qui il entend s'approvisionner en médicaments dispose bien de l'autorisation adéquate, soit de fabrication, soit de distribution en gros. Le pharmacien également doit vérifier qu'il ne s'approvisionne qu'auprès de distributeurs ou fabricants qui disposent de l'autorisation adéquate. Donc, il y a dans la chaîne de distribution une sorte d'exigence, de surveillance mutuelle entre les différents acteurs, et ce qui permet de cadenasser le circuit de distribution et de permettre qu'il y ait le moins de risques possible d'insertion d'un acteur qui serait clandestin, qui ne disposerait pas de l'autorisation adéquate. Et j'en viens aux outils qui existent pour avoir accès à cette information. Pour moi, co-contractant, je veux contracter avec quelqu'un qui a l'autorisation adéquate pour me fournir des médicaments. Comment je peux obtenir cette autorisation ? On a des registres qui ont été mis en place au niveau des fabricants et des distributeurs. L'Agence européenne des médicaments a mis en place
Le DRA GMDP pour bonne pratique de distribution et de fabrication. C'est une banque de données qui est accessible au public et donc à tous les opérateurs de la chaîne de distribution et qui met à disposition les certificats, les autorisations, les certificats de conformité aux règles de bonne pratique et qui permet donc à tous les acteurs de la distribution de vérifier qu'ils sont bien face à une personne, un acteur qui est bien autorisé à fournir des médicaments ou distribuer des médicaments. J'en viens maintenant à l'étape finale de ma réflexion, en tout cas sur le volet contrôle des acteurs. C'est en quoi la blockchain pourrait optimiser ces vérifications par les différents acteurs. Donc l'objectif de la blockchain que j'envisage, c'est le même finalement que la plateforme qui existe de DRA GMDP, c'est de mettre à disposition des informations utiles qui permettent un contrôle pan-européen des opérateurs de la chaîne de distribution par les opérateurs et par les autorités publiques. Donc on est face à deux plateformes qui pourraient avoir le même objectif, mais la blockchain a un intérêt supplémentaire, ce serait l'intérêt de renforcer la fiabilité, l'authentification des informations qui y sont contenues et de sécuriser leur stockage. Je vais voir pourquoi dans une seconde, mais avant, l'idée de la blockchain que j'envisage, c'est une blockchain de type privé, donc dont l'accès n'est autorisé qu'à certains participants. En l'occurrence, les acteurs de la distribution et les autorités publiques, ce qui n'empêche pas d'ouvrir en mode lecture les informations qui sont contenues au public. Donc la blockchain, pourquoi elle pourrait être plus intéressante que l'actuelle plateforme DRA GMDP, c'est que ce serait l'idée qu'elle garantisse l'authenticité, l'origine, l'intégrité et la date de l'autorisation des acteurs en question. Alors là, on envisage une blockchain qui ressemblerait aux blockchains qui sont déjà mises en place par certaines universités, par exemple, pour stocker des diplômes de leurs étudiants et les mettre à disposition de futurs employeurs, par exemple. Concrètement, comment ça se passe? L'autorité publique qui délivre l'autorisation charge sur une plateforme qui lui est dédiée une copie numérique de l'autorisation et cette plateforme crée l'empreinte numérique correspondante et ensuite cette empreinte numérique est insérée dans la blockchain et sera accessible à tous les acteurs. L'intérêt ici, c'est encore une fois la décentralisation. Je l'ai expliqué tout à l'heure, cette décentralisation qui repose sur les épaules de chaque participant à la blockchain. Bon là, on a une blockchain qui est privée et qui repose sur les épaules d'une entité qui ne peut se voir enregistrer des informations que par l'autorité publique qui délivre l'autorisation. Pour autant, la structure informatique repose sur chaque participant. Et donc, on a un système qui est résilient, qui ne repose pas uniquement sur l'autorité publique, en l'occurrence ici l'Agence européenne des médicaments. Et donc, on a un système qui est beaucoup plus robuste et contre des éventuelles failles informatiques d'un système qui reposerait sur les épaules d'un acteur uniquement et d'une structure informatique uniquement. J'en viens au deuxième volet. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, je n'ai pas le timing, le minuteur devant moi, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que là, on va sur le volet des contrôles des produits, où on va envisager l'utilisation de la technologie blockchain pour renforcer la traçabilité et le contrôle de l'authenticité des médicaments tout au long de la chaîne de distribution. Alors ici aussi, l'Union européenne a mis en place un ensemble d'exigences juridiques et techniques qui reposent sur les épaules des acteurs et on a une nouveauté qui est de moins en moins nouvelle, mais depuis février 2019, les acteurs, en l'occurrence les fabricants, doivent apposer sur les médicaments qu'ils mettent sur le marché ce qu'on appelle des dispositifs de sécurité. Donc on a un dispositif, deux dispositifs. Voilà. Pardon. On a un dispositif dit anti-infraction qui permet aux différents acteurs de la chaîne de distribution de vérifier si l'emballage a été altéré, l'emballage de médicaments, et on a un autre dispositif qui est l'identifiant unique. C'est une suite de caractères numériques qui est apposée sur chaque boîte sous forme d'un code barre et qui permet à chaque acteur de scanner cet identifiant unique pour vérifier qu'on est bien face à un médicament authentique. Comment ça va se passer? On a un système de vérification qui va être opéré par les opérateurs, en l'occurrence le pharmacien ici. On a concrètement
un registre qui est mis en place sur lequel le fabricant va charger cet identifiant unique. Donc, on va avoir une série de numéros qui vont être dans ce registre, qui vont être accessibles par les distributeurs en gros, par le pharmacien. Et le pharmacien, lorsqu'il dispense un médicament, va scanner l'identifiant unique et va vérifier qu'on est bien face à un médicament dont le numéro est bien intégré dans le registre en question. S'il n'y est pas, il y a un problème et donc risque de falsification. Et ce registre est disponible à tous les acteurs sur tout le territoire de l'Union européenne. Comment ce registre, qui s'appelle le système des répertoires, a été créé? Il est créé sur 2 niveaux, un niveau centralisé, une sorte de routeur central au niveau européen, et des niveaux nationaux ou supranationaux. Ce sont des systèmes, des structures locales qui vont devoir se connecter au routeur central. L'idée, c'est que toute information, je suis fabricant, je charge l'identifiant unique de mon produit que je mets sur le marché sur mon système local et ça va être transmis via le routeur central à tous les autres systèmes de répertoire nationaux ou supranationaux. Et là, ici, je vais m'interroger encore, et j'en arrive à la fin de mon interrogation, en quoi l'outil blockchain pourrait permettre d'aller plus loin, de sécuriser encore davantage ces techniques qui ont été mises en place via les dispositifs de sécurité. Donc, on a vu, l'ensemble du système de répertoire repose sur une centralisation de la structure via le routeur européen. Toutes les données vont devoir passer via la plateforme européenne centrale. Et donc, le risque, c'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure avec la plateforme Hydrogen DMP, c'est qu'on est face à une structure qui, par essence, est faillible, car elle repose sur les épaules d'un seul acteur et elle repose sur une structure informatique unique. Or, avec la blockchain, on est sur une structure, on l'a vu, j'espère qu'on l'a compris, répliquée sur les différents participants avec une robustesse, une résilience qui s'ensuit. Donc, l'idée, c'est toujours de davantage sécuriser le système. J'en viens à ma conclusion. Donc, on le voit, le système de la lutte contre l'insertion de médicaments falsifiés dans le cadre du circuit légal des médicaments au niveau européen est déjà extrêmement bien sécurisé via des dispositions juridiques et techniques qui sont intégrées dans le cadre du code communautaire sur les médicaments. Mais l'idée et on a déjà des registres d'informations qui sont déjà mis en place pour permettre aux acteurs de se conformer à leurs obligations aux obligations qui sont les leurs via le code communautaire. L'idée ici n'est pas de remplacer ces registres. Ce ne serait pas opportun, ces registres existent déjà, ils fonctionnent déjà, les opérateurs ont des habitudes, mais par contre, l'idée, ce serait de comprendre comment on pourrait renforcer la solidité, la robustesse de ces registres en insérant des outils reposant sur la technologie blockchain. J'en viens à la fin de mon intervention. Donc, vous l'avez compris, on est dans une réflexion qui est plutôt prospective. Si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette recherche a été menée dans le cadre d'une recherche collective qui a fait l'objet d'un ouvrage et l'article que j'ai écrit sur la question est aujourd'hui en accès libre. Je vous ai mis le lien dans les slides, donc n'hésitez pas à aller le voir si cela vous intéresse. Et en tout cas, je me tiens à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup de votre attention.